Bonjour à tous. Alors, vous le savez, j'ai énormément de bouquins, j'ai énormément de magazines, j'ai énormément d'artbooks. Mais à un moment, je me suis dit, au fait, j'ai certainement déjà cité ou parlé, peut-être même présenté le magazine Hobby Japan. Et je me suis rendu compte qu'en fait, a priori, si je ne me trompe pas, ce n'est pas le cas. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant, non pas de vous montrer tous les Hobby Japan que j'ai, ça serait vraiment très compliqué, mais peut-être proposer des petits retours dans le temps avec quelques numéros justement choisis pour ce qu'ils représentent. Et là, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de commencer tout simplement par le début, puisque j'ai pas tous mes Hobby Japan avec moi, mais j'ai au moins le tout premier Hobby Japan que j'ai eu de ma vie, à savoir donc un numéro de 1989, un numéro de février 1989, et comme vous voyez, c'était avec une couverture Pat Labor. Pendant des années, j'ai cru que j'avais acheté un autre numéro qui était avec une couverture Dragonard, puisque donc en 88-89, j'avais déjà quelques maquettes Dragonard entre les mains et j'aimais bien. Mais en fait, non, je ne l'ai jamais acheté pour une raison simple. Encore une fois, il faut remettre ça dans le contexte. Donc ce numéro date de 89. Je ne l'ai pas nécessairement acheté en février 89, puisqu'en fait je ne l'ai pas acheté au Japon. Je ne l'ai pas fait venir du Japon. Je ne l'ai pas trouvé à Junku. Je ne l'ai pas trouvé à Tokyodo, qui désormais n'existe plus. Non, je l'ai trouvé dans une boutique d'import de comics qui n'existe plus. En tout cas, cette version de la boutique, à savoir les éditions DS. Les éditions DS à l'époque avaient deux boutiques. Une qui existe toujours, qui est à rue Cochin, dans le 5e arrondissement à Paris, et l'autre était du côté de Champéret, donc dans le 17e. Et donc cette seconde boutique, j'y allais souvent quand j'étais plus jeune. Voilà, mes débuts, j'allais dire, dans la recherche d'informations pour en savoir un petit peu plus sur ce qui m'intéressait, à savoir non seulement les robots, mais les robots japonais, et notamment ces fameux robots que je découvrais avec Robotech. Robotech, la ligne de maquettes Revell, mais aussi Robotech, la série qui venait d'être diffusée sur la 5, m'a conduit à DS, qui proposait pas seulement des trucs américains, mais aussi des trucs japonais. Et malheureusement, comme ça passait certainement aussi par le biais des États-Unis, c'était déjà pas donné là-bas, ça l'était encore moins chez eux. Donc de mémoire, je sais pas s'il y a le prix encore dessus. Non, il n'y est pas, mais je pense que même pour l'époque, ça m'avait coûté cher, beaucoup plus de 100 francs. Et d'ailleurs, voyons un petit peu combien il coûtait donc à l'époque. Là, je ne vois que des dates. C'était 600 yens. Donc ça nous fait l'équivalent maintenant d'à peu près 4-5 euros. Voilà. Mais le fait est que c'était pas donné, et puis surtout moi j'avais pas ce genre d'argent sous la main, quoi. Donc c'était déjà pas facile d'obtenir. Ce que j'achetais le plus en fait à DS, c'était des exemplaires du fanzine devenu magazine qui s'appelait, j'espère qu'il s'appelle encore, je sais pas s'il existe encore, c'est une publication canadienne qui s'appelle Protoculture Addicts, et comme son nom l'indique, ça s'intéressait à Robotech et ensuite à tout l'univers qu'il y avait autour de Macross et de l'animation japonaise, et surtout des robots, donc forcément ça m'intéressait. J'y achetais aussi des comics, mine de rien. Il y avait aussi Animag, qui était un magazine américain qui m'a beaucoup appris sur l'animation japonaise, et donc il y avait ces publications japonaises qui par contre me semblaient hors de portée, que ce soit au niveau du prix ou au niveau de tout simplement trouver un moyen de se les fournir, en tout cas à ce moment-là. Donc ce premier numéro de Hobby Japan représente énormément pour moi. Voilà, c'était il y a 31 ans. Quand je l'ai eu, franchement, mais je l'ai feuilleté des centaines de fois, et il m'a apporté énormément.
même si la moitié de ces magazines-là, c'est souvent des pubs et des catalogues, bah, à l'époque, c'était très pratique pour moi et les copains, parce que bah, ça permettait de savoir ce qui existait. Même la moindre pub permettait effectivement de savoir ce qui existait. Je pense que vous êtes tous dans cette logique-là aussi. Dans les années 90, vous avez certainement eu des magazines de jeux vidéo, des magazines autour du manga et de l'animation japonaise, au hasard Animeland. J'imagine que les pubs de VPC, de boutiques qui concernaient parfois peut-être même des lieux de vente près de chez vous, bah, ça vous intéressait, parce que comme ça vous saviez ce qu'il y avait comme manga, ce qu'il y avait comme artbook, ce qu'il y avait comme CD, ce qu'il y avait comme à un moment bah, des cassettes vidéo, etc. Bah, là c'était pareil, sauf que pour moi c'était autour des maquettes, et donc de savoir qu'il y avait tel ou tel modèle qui existait, bah, ça permettait de faire des photocopies et dire à des potes qui allaient au Japon, bah moi je veux ça. Voilà, c'était quand même nettement plus simple. Reste que donc ce magazine non seulement est important pour moi, mais en plus même le contenu est intéressant, parce que ce que vous voyez là, c'est certes un Ingram, c'est certes un des mechas de Pat Labor, mais c'est pour rappeler aussi que mine de rien, à l'époque, vous aviez donc vraiment une Pat Labor mania qui s'était développée autour et des OEV et du premier film et de la série télé qui a suivi, et du manga et de nouvelles OEV. Voilà, et donc en plus de ça, là ce que vous voyez là, c'est quand même carrément un Ingram, si je me rappelle bien, ou un 20e. Et rien à voir avec les kits qui étaient sortis donc sur cette période-là par Bandai au 1,60. Sans plus tarder, parce que ça fait 6 minutes que je parlote, voyons un petit peu quand même ce que ça donne à l'intérieur. Donc préparez-vous pour un petit saut dans le temps d'une trentaine d'années. Alors déjà, petite précision, c'est pas du tout le format qu'on connaît maintenant de Hobby Japan. Hobby Japan se retrouve maintenant avec un format beaucoup plus grand, mais par contre ça se lit à l'occidental. C'est pas dans la lecture japonaise. Déjà, donc ça commence très fort avec des pages, c'est à croire qu'il manque des pages. C'est étrange, hein. Diorama Builder's Manual. Ça concerne donc comment faire des dioramas. Ça peut sembler idiot maintenant, mais j'ai appris énormément à l'époque. Ce qui est marrant, c'est que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps des éléments pré-imprimés et pré-découpés. Là, je pense pas que ce soit pré-découpé, mais on a la même logique ici. Et c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui existent dans le domaine du modélisme ferroviaire. Et vous voyez que donc c'est très intéressant pour l'utilisation de flocage, faire des routes, faire des buissons, de l'herbe, des arbres, faire des bâtiments. Là, utiliser une bouteille pour écraser de la pâte peut-être polymère, bicomposante, qui va sécher, et puis après avec des éléments faire des pavés. Là, comment faire, ça c'est quelque chose que vous ne pouvez plus faire avec le plastique Bandai actuel, c'est de faire des bouteilles ou des verres. Vous mettez au-dessus d'une source de chaleur une flamme, un bout de grappe plastique transparent, ça va ramollir, vous tendez les deux extrémités et vous finirez par avoir, en coupant correctement, une forme de bouteille avec le goulot et tout ça. Comment faire une chaise, comment faire une poubelle à partir apparemment d'un bout de stylo ou peut-être même de bouchon avec les détails qui vont bien. Là, comment faire encore une fois des routes pavées. Comment reproduire des journaux ou des affiches ou quoi. À l'époque, tout le monde n'avait pas des imprimantes chez soi. Donc avoir des publicités, avoir le moyen de faire des photocopies réduites, c'était pas forcément à la portée de tout le monde. Comment modifier la pose d'une figurine, etc., etc. Comment faire tout simplement la présentation d'un diorama. Là, je trouve qu'il se complique un petit peu la vie, mais ça, j'ai appris au fur et à mesure. Donc voilà. Et là, on arrive enfin, au bout de 26 pages, au contenu proprement dit de ce magazine de février 1989. Donc, le numéro 237 de Hobby Japan, avec ce Ingram
qui était donc, là c'est pas précisé, moi il me semble que de mémoire il est au 1/20e. Je trouve que les mains sont beaucoup trop grandes, les proportions sont pas terribles, mais c'est quand même un gros morceau. 1/24, voilà. Proposé par Kyodo et construit par Yuji Kitano. Et apparemment il y avait de la lumière dans les gyrophares des épaules. Voilà. Donc du coup, ils en profitaient pour nous faire baver avec les superbes modèles qui étaient proposés par Kyodo ou d'autres, peut-être B-Club, avec ce qu'ils appelaient le Patlabor 3D Show. Je sais plus si je vous ai présenté, je crois que c'est le cas, un artbook présentant justement ces maquettes là, donc ça fera peut-être un petit peu redite. Mais là, donc, vous voyez différents modèles, dont certains ne sont pas du tout. Alors, c'est pas du tout du 1/24, c'est soit du 1/35, c'est soit du 1/48, parfois même du 1/60. Mais là, pour le coup, je serais incapable de vous dire si c'était. Je pense que c'est de la résine, mais il y en avait quelques-uns qui étaient en sauve vinyle. Donc là, l'article montrant le montage, en tout cas, donner quelques explications sur ce Ingram. Moi ça me faisait rêver, mais c'est clair que par rapport à ce qu'a proposé plus tard un magazine comme Dengeki Hobby Magazine ou justement Hobby Japan avec des articles beaucoup plus précis faisant donc des work in progress tout en images de comment ils faisaient les maquettes, c'est beaucoup moins intéressant à l'époque. Mais bon, sinon voilà, ça c'est ma première rencontre avec un mecha de l'univers de Votoms. Je crois que c'est le Blue Knight Berserga. Blue Knight, voilà, c'est le Cerberus, pardon. Donc Cerbère. Ici, Borgman. Alors ça, avec les copains, ça nous faisait rêver. Alors qu'en fait, c'est absolument pas intéressant. Mais voilà, des personnages en armure. Avec une jeune fille, on n'avait pas trop l'habitude de voir ça, des jeunes filles en armure. Ou un 8e de Miki Katsura. Anis Farm. Alors ça, franchement, voilà, c'était un personnage qui nous faisait vraiment rêver à l'époque. Et là, je ne sais absolument pas d'où elles sortent. Ces filles-là. Et là, on a carrément des pubs. Là, c'est Tsukuda Hobby, ne soyez pas étonnés, distribue en fait les maquettes d'AMT ERTL et notamment les maquettes de Star Trek. Et là, on pourrait presque croire qu'elles sont jolies ces maquettes-là, alors que c'est pas le cas. Mais bon, voilà, donc avec des images pareil, comment voulez-vous ne pas être séduit par ces trucs-là quand vous avez 19 ans? Vous découvrez ces trucs-là. Ça fait vraiment typique des années 80. Voilà, le Cerberus en couleur de Wave ou un 35e. Pareil. Ça d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je continuerai à vous présenter des Hobby Japan et j'ai un Hobby Japan de l'année suivante qui s'intéresse vraiment beaucoup à 5 Star Stories. Je vous ai déjà présenté plusieurs fois des kits. Alors c'est des vidéos qui sont parfois un peu vieilles, donc je suis désolé, elles sont pas forcément hyper intéressantes. Je parle beaucoup, je montre pas grand chose, mais vous voyez la raison pour laquelle forcément 5 Star Stories m'a très vite parlé. Hein, quand on voit des images pareilles, on a envie d'avoir ces kits là. Alors là il est écrit 1,44, je pense que c'est une faute de frappe, c'est évidemment du 1,144, mais c'était pas donné ces trucs là chez Volks. Du Votoms, vous voyez que le design n'a absolument pas changé avec la vente des kits en question, ou 1,24. Là Max Watanabe, que maintenant on connaît très bien, mais moi je découvrais avec des leçons de montage et d'amélioration sans doute des maquettes qu'on avait sous la main. Et là c'était pour le RX 93 puisque Charles Counter Attack venait de sortir au Japon. Donc voilà. Et rien à voir avec les kits Master Grade ou High Grade qu'on a maintenant, mais c'était quand même déjà de sacrés morceaux. Et ça ne parlait pas que de science-fiction évidemment. Là ça présente le Merkava,
qui est un tank israélien si je me rappelle bien. Le Tomcat, très bel avion, on en reparlera un de ces quatre. Et là, rassurez-vous, c'est simplement que ils aimaient bien aussi mettre des doubles pages qui s'ouvraient pour faire des posters. Vous voyez que pour 4 €, c'est pas mal. Donc il y en avait pour tous les goûts. De la pub, de la pub, de la pub. Léopard. Des avions russes quand même. MiG-29, Sukhoi 27, MiG-31. Là, les petits dessins pour parler de Venus Wars. Léopard 2, donc là les pages couleurs. Là, les avions russes de tout à l'heure. Là, visiblement, je pense que ça doit être carrément un article et une présentation du maître de Miyazaki et de Takahata, si je ne me trompe pas. Ces dessins-là, ça me fait quand même franchement penser à Monsieur Yasuo Otsuka. D'ailleurs, je pense qu'on en retrouve assez souvent cette Jeep avec Jigen et donc Lupin au volant. Là, c'est marrant parce que les filles sont nues, mais ils ont redessiné des culottes sur elles. Donc, il y a même du Revell avec la BMW 750 IL. De la pub, de la pub. Encore de la pub. Vous voyez, en plus, ce qui était intéressant, c'est que pour nous, ça nous permettait non seulement de savoir ce qui existait, mais aussi d'avoir des adresses. Et le truc, c'est que pour qui connaît un petit peu le Japon, en tout cas de l'époque, il n'y avait pas d'adresse comme nous on connaît. Donc c'est des indications pour comment s'y rendre. Les adresses japonaises, c'est souvent que des coordonnées, des chiffres. Ça ne permet pas de s'y rendre. Donc là, avec ça, il y avait moyen de savoir comment s'y rendre si on était sur place. Voilà, là, il y avait même des figurines de Orange Road. Là, le blob, ça c'est la partie cinéma. Ici, j'arrive pas à voir ce que c'est. Die Hard, Child's Play, animé, Anima. Alors je sais plus ce que représentent ces dessins là. Je crois que c'est Vampire Miyu, mais je suis pas sûr. Donc, alors c'est marrant parce que cette maquette là, je l'ai. Et voilà, donc après ça c'était les nouveautés du moment, avec même le Yakushki, là donc clairement du B-Club, avec donc cette maquette de Pat Labor que je vous ai déjà présenté, qui est le Broken. Ici un Ingram, là je sais plus comment il s'appelle, il ressemble à une jeune femme mais en fait c'est un robot géant, ça me reviendra. Un rhinocéros. Un petit peu de jeu de rôle. Hop. Là, As Wars, en fait, c'est très inspiré de Gundam, mais comme il fallait pas dire le nom, donc voilà. Je me demande si Makoto Kobayashi n'y avait pas participé à ce machin. Mais bon, donc coin des lecteurs, Volks avec donc des pubs autour de 5 Star Stories, forcément, Maddox, du Lamu, du Robocop, du Dangayo, encore du 5 Star. Là, vous voyez, voilà, toute cette partie là, ça on a photocopié en masse, quoi. Voilà, notamment pour cette superbe Madoka que j'ai, il me manque juste un bras, qui coûtait pas si cher que ça parce que c'était du soft vinyle. On avait du Dragon Ball aussi, des mechas de Go Nagai, mais c'était vraiment la période donc très
Pat Labor, 5 Star Stories, Ariel, elle s'appelle Ariel, voilà. Il n'y a rien à voir avec la petite sirène. Donc voilà, vous l'aurez compris, assez peu finalement de pages en couleur, beaucoup de noir et blanc, mais ça explique le prix. Et là, vous voyez, VF4 de Redpu, ça j'imagine que c'est Redpu, avec du Borgman, un Invid, le VF4 de Macross Flashback. Voilà, pourtant c'était qu'une page, c'est un truc en noir et blanc, mais quand j'ai vu ça, j'ai vraiment explosé en me disant il me faut ce truc. Voilà. Donc, bah écoutez, je pense que ma résolution de ne pas vous montrer plusieurs Hobby Japan en même temps est bonne, hein, parce que là ça fait quand même une vidéo d'une vingtaine de minutes. Donc bah écoutez, c'était la présentation du numéro de février 89 de Hobby Japan. Voilà, j'espère que ça aura rappelé des souvenirs à certains, que ça vous aura fait découvrir des choses qui se passaient il y a 30 ans à d'autres. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, peut-être pour la présentation d'un autre exemplaire d'Hobby Japan.